Amis des framboises, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du Raspberry Pi. Alors, qu'est-ce que c'est que le Raspberry Pi? Le Raspberry Pi, très rapidement, c'est quelque chose qui existe déjà depuis assez longtemps. C'est un nano-ordinateur monocarte, équipé d'un processeur ARM déjà relativement puissant. Et même, il y a eu plusieurs versions. Et la dernière version, celle que je vais vous montrer aujourd'hui, la 4, est particulièrement, on va dire, bien fournie en processeur. C'est un ordinateur donc, qui a été créé de façon à offrir, pour un prix très modique par rapport à un PC, une solution. En gros, comme on va le voir, il suffit d'y rajouter un clavier, une souris et un écran. Et encore, des fois, on peut même se passer d'écran. Et pour en avoir un ordinateur tout à fait utilisable. Donc l'idée, à la base, c'était d'encourager l'utilisation et la programmation informatique. Mais ça a eu un énorme succès et c'est une plateforme qui est vraiment très utilisée. En même temps, c'est très ouvert. Très souvent, on l'utilise avec des variantes du système Linux, Debian et autres. Mais il y a aussi une version avec Windows, il y a une version avec Android. Enfin voilà, c'est vraiment très très ouvert. Alors, des fois, j'entends pas mal de confusion entre les Arduino et les Raspberry Pi. Il faut bien voir que des choses sont en fait totalement différentes. Tout ce qui est Arduino, ESP2, Picax, machin et autres, à la base, c'est basé sur des microcontrôleurs. Le principe du microcontrôleur, j'en ai déjà parlé, c'est d'intégrer dans un même circuit intégré la CPU, de la ROM éventuellement reprogrammable qui permet de stocker le programme exécutable, un peu de mémoire vive, les entrées-sorties, les timers, les UART. Mais voilà, c'est généralement quand même relativement limité en puissance, limité en volume, comparé à un PC. Et en même temps, je veux dire, souvent c'est dédié à une seule application. C'est-à-dire que tous ces trucs-là, déjà, généralement, ils suffisent pas eux-mêmes. On peut pas acheter une plateforme Arduino et dire je vais l'utiliser comme ça. Il faut généralement avant, sur un PC, installer ce qu'on appelle un IDE, enfin un environnement de développement avec un éditeur, un compilateur, un environnement sur lequel on va écrire un programme généralement assez limité, qui est fait pour faire une fonction bien déterminée, et qui derrière, ce programme sera chargé à l'intérieur de ce microcontrôleur qui ne fera que ça. Donc ça, c'est quand même relativement, je veux dire, limité. Le Raspberry Pi, non, c'est un vrai PC, vraiment un PC, je veux dire complet, mais je veux dire sur une monocarte qui est vraiment très réduite en taille. Mais voilà, c'est vraiment très différent. Généralement, dessus, on va mettre un operating system, comme je l'ai dit, les dérivés de Linux ou autre. Il possède un GPU, c'est-à-dire une unité graphique. Donc, on va pouvoir brancher directement un, voire deux, sur le Raspberry Pi 4, écran directement. Il y a une interface qu'on peut voir ici, Ethernet, avec énergie 45, c'est-à-dire qu'on peut directement le brancher sur le réseau. Il y a des ports USB, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet et donc il peut tout à fait se suffire à lui-même. Dire, je vous montrais tout à l'heure un kit de démarrage où il suffit en gros de rajouter un écran et on se retrouve avec un PC directement utilisable. En même temps, donc, il peut même donc se programmer lui-même. Rien n'empêche de développer directement dessus des programmes de son choix pour les personnaliser, et ça accepte plein de langages, Python, Java, C, etc. Alors, globalement, à quoi ça sert? Comme je viens de le dire, c'est déjà un PC autonome très économique. Si on compare le prix d'un Raspberry Pi avec un clavier écran souris, un PC portable ou même un PC d'entrée de gamme, c'est quand même relativement beaucoup moins cher. En même temps, à la base, c'est livré sans boîtier. Alors, on va le voir, il y a des boîtiers qui existent pour ça, mais je veux dire, on peut les monter un petit peu dans tout ce qu'on veut, mais ça en fait quand même un PC autonome. On pourrait imaginer, par exemple, je sais pas si vous avez un bureau en bois, et de carrément l'intégrer dedans. J'avais vu un gars qui avait fait ça, où il y avait un sorte de sous-main en verre avec l'écran, et voilà, ça faisait un PC bureau. C'est une solution. Alors bien sûr, comme j'ai dit, l'apprentissage de la programmation, on peut en faire. Alors, ce que j'entends par console intelligente, c'est, je veux dire, d'avoir des outils de visualisation qui sont, je veux dire, intelligents. Je connais une société où tout ce qui va être contrôle de tout ce qui se passe sur le web est fait avec des écrans plats, des télés, tout simplement, sur lesquels est branché un petit Raspberry, et tout ça c'est branché sur le réseau, et ça permet d'afficher en temps réel le monitoring des serveurs, des liaisons, et ainsi de suite. Et voilà, ça coûte quand même beaucoup moins cher
que de faire ça avec des PC, et c'est vraiment très très light. Dans la mesure où il dispose de connexion réseau et qu'il a quand même une puissance importante, bah bien sûr, on peut l'utiliser comme serveur. Alors, plein de types de serveurs, en serveur web, c'est-à-dire que rien n'empêche d'héberger dessus des pages, et pourquoi pas aussi des pages qui, à la limite, peuvent être aussi directement liées aux entrées-sorties qu'il y a dessus, hein. Il y a des tas d'exemples où vous pouvez brancher une sonde de température et faire sur votre intranet votre propre page web qui affiche la température dans la maison. Vous pouvez après bien sûr le router, pourquoi pas, pour lui donner un accès extérieur, ainsi de suite. Ça peut faire des applications de VPN, éventuellement de protection, de cryptage, si vous voulez protéger. Ça peut avoir une fonction de DNS. Très important de faire des serveurs NAS, hein, des serveurs NAS qui vont permettre chez vous, en branchant dessus des disques durs très facilement, d'avoir des systèmes pour avoir du backup, pour avoir des films, de la musique, enfin, tout ce que vous voulez. Il y a bien sûr des applications aussi en domotique qui sont très importantes. Après, on peut faire des automatismes, des robotiques, des unités de calcul. Enfin, encore une fois, faut le voir avec la puissance d'un PC, mais dans un volume réduit et quelque chose d'assez économique. Alors, regardons ça de plus près. Voilà, alors justement, voilà par exemple, hein, comme je vous disais, un kit de démarrage complet, hein, tel qu'on peut l'acheter sur Elector par exemple, où à l'intérieur, on va voir qu'il y a le Raspberry. Il y a plusieurs variantes avec différentes capacités mémoire. Là, j'ai le 4 Go de RAM, hein, je crois que c'est le maximum. Donc c'est vraiment quelque chose de très confortable. On va voir que ça a un clavier, la carte SD est déjà programmée. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer. Alors on va découvrir ensemble ce qu'il y a là-dedans. Allons-y. Comment ça s'ouvre comme ça? Je n'ai pas encore ouvert, hein, vraiment. Je le découvre en même temps que vous. Donc il y a manifestement donc là le Raspberry Pi. Donc, on va regarder ça plus en détail. Et il y a la souris, la lime, un petit boîtier. Voilà, ça. Et en dessous, on retrouve la carte SD qui contient le programme. Un clavier, on va regarder ça aussi de plus près, et différentes connectiques. Donc là, on a typiquement deux câbles micro HDMI, HDMI, ce qui peut permettre de brancher, donc comme j'ai dit, jusqu'à deux moniteurs. On a un livre, alors là par contre en anglais, mais qui explique vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, c'est le guide du débutant. Et puis voilà. Alors, on va regarder ça un petit peu plus près. Commençons déjà par regarder le Raspberry Pi lui-même. Voilà, comme on voit, c'est vraiment petit, hein, c'est comparé à un PC. C'est à peu près, j'ai quasiment la même taille qu'une carte Arduino, hein, justement, en taille. Alors, comment ça s'ouvre? Voilà, Open Here. C'est marqué dessus, comme vous avez vu. Hop. Et voilà la carte. Donc c'est un peu bizarre qu'elle soit pas dans une protection antistatique. Enfin, bon. Et on a avec justement une petite notice qui dit probablement que faut mieux en effet d'utiliser, d'ailleurs ce que je vais faire, une protection statique. Enfin voilà, bon bah là de toute façon moi j'ai mon tapis là qui est mis à la terre, donc à mon avis je peux le manipuler sans trop de problème. Donc ben voilà le Raspberry, hein, donc comme on voit c'est pas très gros. Donc on retrouve, comme je vous l'ai dit ici, la prise RJ45, donc pouvoir la relier facilement à un LAN. Là on a de l'USB 3.0, de l'USB classique, donc on a déjà 4 ports, hein, ça permet déjà de brancher pas mal de choses. On a ici une prise un petit peu standard qui permet d'avoir entrée-sortie son et vidéo, si je me rappelle bien. On retrouve là les deux ports micro HDMI, donc pour pouvoir brancher éventuellement jusqu'à 2 écrans. Là, ils ont fait quelque chose de plus moderne pour l'alimentation. Ils ont pris un
une entrée USB-C, sachant que, alors là, ça fait un petit peu, pas polémique, mais apparemment, ils auraient oublié une résistance qui fait que dans certains cas, les alimentations ne marchent pas aussi bien qu'on voudrait. Là, il y a un port aussi qui permet aussi de brancher éventuellement des écrans. Alors, on trouve pas mal d'écrans aussi qui viennent justement se mettre directement dessus avec, alors ça peut être des écrans tactiles ou non. Moi, j'ai déjà par exemple utilisé un Raspberry Pi avec un écran tactile, ce qui fait qu'on avait une sorte de, enfin, pas vraiment une tablette, bon, une mini tablette. Et là, le fameux port GPIO qui contient un certain nombre d'entrées-sorties, ce qui permet éventuellement carrément d'y connecter des entrées-sorties logiques. Enfin voilà, vous pouvez brancher pas mal de choses comme ça. Là, on voit qu'il y a un connecteur micro SD, donc qui va permettre de mettre la carte qui généralement contient l'operating system de son choix. Après, rien n'empêche, comme j'ai dit aussi, d'y brancher après des disques durs. Enfin voilà, comme on voit, c'est vraiment chose de très très compact. Alors maintenant, on va regarder l'alimentation. Alors attention, le prix à payer pour avoir de la puissance. Hein. On a vu que c'était un appareil éventuellement très puissant. La puissance de calcul, des processeurs qui marchent au gigahertz, c'est généralement assez gourmand en énergie, ce qui explique le fait qu'il faut des alimentations, je veux dire, adaptées. Donc celle-là, a priori, est fait spécialement pour. Hein. On voit ici le connecteur USB-C. Mais si vous utilisez d'autres alimentations, parce qu'on peut très bien acheter la carte comme ça toute seule, prévoyez au moins 3-4 ampères, je crois, sous 5 volts pour pouvoir l'alimenter correctement. D'ailleurs, rapidement, c'est aussi, il consomme beaucoup, donc ça veut dire qu'il chauffe. Alors, normalement, il est plus ou moins prévu pour pouvoir marcher comme ça, on va dire, dans l'air ambiant. Maintenant, dans certains cas, ça peut être une bonne idée d'y rajouter une petite ventilation ou éventuellement même des petits radiateurs de façon à le refroidir un peu. Ça peut pas lui faire de mal. Voilà. Enfin, bon, après, ça va aussi dépendre éventuellement de comment on l'utilise. Donc voilà pour l'alimentation. Alors là-dessus, donc on peut y brancher une souris. Donc là, on voit que c'est la souris officielle du Raspberry Pi. Voilà, bon, c'est une souris tout à fait classique USB. Hein. Elle est spécifique Raspberry. Bon, enfin, à mon avis, elle marche comme sur n'importe quel PC. Hein. Voilà, vraiment une souris qui est plus standard. Et nous avons aussi le fameux clavier. Et voilà, un petit clavier tout à fait sympa, avec un toucher assez sympathique. Voilà, avec le symbole Raspberry ici. Et pareil, on va pouvoir le relier donc en USB. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais bien sûr, il y a le câble qui va avec et qui permet de le brancher. A priori, en même temps, on voit qu'il y a d'autres sorties, donc il fait probablement hub, ce qui permet de rebrancher éventuellement une souris. Alors, on va l'essayer. Alors, le problème, c'est... Enfin, c'est pas un vrai problème, mais pour l'instant, j'ai pas sous la main de moniteur ayant des entrées HDMI. Mais on va pouvoir l'essayer quand même, et je vais pouvoir en même temps même vous filmer comment ça fonctionne, parce qu'il y a tout à fait possibilité facilement de se connecter dessus, hein, ce qu'on appelle en mode terminal serveur. Hein. Je rappelle qu'il y a différents protocoles, un telnet pour faire de la console à distance, et là, terminal serveur. Donc j'ai un collègue qui connaît très bien le monde Linux et Raspberry, parce que je reconnais en toute humilité que je ne suis pas un spécialiste, et qui m'a fait une version de l'OS qui va permettre de se connecter dessus directement, je veux dire, en terminal serveur. C'est-à-dire que là, je vais brancher ça sur l'alimentation et le connecter ici en RJ45 et on va voir qu'à partir de mon PC Windows, je vais pouvoir me connecter dessus comme si j'étais directement branché dessus, écran clavier. Alors, et bien voilà, je suis connecté donc en terminal serveur sur ce Raspberry. Ça fonctionne très très bien. Et là au démarrage, alors j'ai cet avertissement de sécurité parce que par défaut, l'utilisateur par défaut c'est Pi et le mot de passe c'est Raspberry. C'est évident qu'il faut mieux le changer parce qu'au niveau de la sécurité c'est vraiment pas top. Voilà, et voilà, on se retrouve ici sur le desktop, on retrouve le disque, et après voilà, c'est
On voit que par défaut, voilà, il y a pas mal de choses. Alors, j'ai pas parlé justement du Sense Hat. Le Sense Hat, c'est en gros, ça revient un petit peu aux plateformes qu'on peut mettre aussi sur un Arduino. Hein, on a vu que le Raspberry Pi, il avait ce qu'on appelle ce GPIO, et donc on peut acheter différents types de cartes d'expérimentation qu'on peut brancher dessus. Et là, par exemple, justement, ce soft-là est intéressant, ce qui va permettre de simuler des capteurs de température, de pression, de position, et ça peut vraiment être intéressant si on fait pour développer des softs éventuellement, sans forcément avoir les cartes. Alors bien sûr, on peut utiliser le Raspberry Pi pour aller sur Internet. On voit que là, de base, hein, il est livré avec Chrome. Et voilà, par exemple, le site Sirob. Maintenant, dans la mesure où beaucoup de gens utilisent un PC quasiment simplement pour aller naviguer sur Internet, voilà, hein, comme on peut voir, un Raspberry avec juste une alimentation clavier-souris et à la limite la télé du salon, et voilà, on a une navigation sur Internet tout à fait possible. Là, encore une fois, il est connecté via RJ45 sur mon réseau LAN, mais rien n'empêche bien sûr de l'utiliser en Wi-Fi. Alors bien sûr, hein, comme tout, pour des raisons de sécurité, au début il y a un petit peu de paramétrage à faire. Enfin voilà, on trouve plein de tutos sur le net, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, hein, comme on peut voir, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà rapidement hein, ce que c'est qu'un Raspberry Pi. Et comme vous le voyez, c'est vraiment une plateforme, je veux dire, avec un potentiel absolument énorme. Alors comment on fait pour utiliser ça, je veux dire, un petit peu pour débuter? Alors, bien sûr, sur Internet, hein, il suffit de chercher sur Google, on trouve plein de sites, plein de tutos, énormément de choses, une grande partie en anglais, mais pas que, hein, justement, il y a quelques sites français. Et en plus, depuis mars 2018, Elector a publié une revue qui est, comme on peut le voir, complètement dédiée au Raspberry Pi, et ce qui est surtout intéressant, eh ben, comme on peut le voir, c'est qu'elle est complètement en français. Alors, on peut jeter un coup d'œil rapidement à cette revue qui contient pas mal d'articles hein, assez variés, comme par exemple là sur ce numéro de juillet-août 2019, voilà, on peut voir des projets par exemple sur des utilisations du Raspberry par des radioamateurs, une présentation du Raspberry Pi 4, différents conseils de programmation. Par exemple, là, j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait un exemple en utilisant le langage Python, hein, qui est un langage qui revient un peu pas mal à la mode, hein, qui est assez facile à apprendre pour les débutants. Je crois que j'ai vu un article aussi où on pouvait éventuellement le programmer en Java. Enfin voilà, c'est assez je veux dire, éclectique. Et là, par exemple, justement, il y a justement une très bonne présentation du Raspberry Pi 4, hein, qui est le modèle que je vous ai montré. Voilà, hein, on voit que c'est quand même un processeur 4 corps, 64 bits à 1,5 GHz. C'est quand même déjà une machine assez sympathique. Enfin voilà, hein, l'avantage, hein, tiens, bah, voilà, justement je parlais du Java, l'avantage hein, de ce genre de revue, bah, c'est pareil, enfin, moi je sais que j'aime beau avoir des PDF, des trucs, des fois il n'y a rien de mieux que d'avoir une bonne revue, je veux dire, en complément bien sûr du web. Donc voilà pour cette présentation. Alors il y a déjà quelques temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, Lector m'avait proposé hein, de faire une offre, je veux dire, aux auditeurs de Sirob hein, pour un abonnement. Offre qui avait eu, si je me souviens bien, pas mal de succès. Et bah, justement là, ils en font une autre. Hein. Et si vous êtes intéressé par le Raspberry, eh bien ils proposent aux auditeurs de Sirob d'avoir un abonnement à moitié prix. Hein. Donc bah, vous trouverez tous les détails en commentaire de la vidéo. Et un code hein, qui est valide jusqu'à fin octobre, qui vous permettra de bénéficier de cette offre. Et c'est vrai qu'en même temps, Elector, hein, c'est aussi diversifié un petit peu, hein, en plus de proposer la revue bien connue et cette nouvelle revue, et ben ils vendent aussi du matériel. Donc là, par exemple, tout le matériel Raspberry que je vous ai présenté, ça vient aussi de chez eux. À propos, hein, j'ai tourné cette vidéo en plusieurs fois. Hein. Quand je l'ai faite, je ne l'avais pas encore reçue. Et là, aujourd'hui, je l'ai reçue. Hein. C'est quoi? C'est un petit adaptateur micro HDMI, hein, qui est les sorties vidéo de cet appareil, vers VGA. Parce que moi, des moniteurs VGA, j'en ai à battre à fenêtre, comme dit ma femme, alors que des HDMI, j'en ai pas vraiment. Enfin voilà, donc pour info, hein, voilà, c'est le petit convertisseur qu'on trouve partout. J'ai essayé, ça fonctionne très bien. Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es terrorisé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur, nous sommes menacés. Comment ça, on est menacés? Sur ta table de chevet, tu as trouvé une boîte de balles et une lettre de menace terroriste.
Non, 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 Maurice, t'es complètement gaga. Ce que t'as trouvé, c'est une boîte de suppositoires et l'ordonnance du médecin. J'aime bien en plus. Que la grande framboise déesse des Raspberry vous inspire et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.